on ne saurait croire l'impression de respect que commandait le dévouement de ces généreuses victimes. Toutes soupiraient après le moment de leur sacrifice, toutes s'exhortaient à rester fermes et généreuses dans le dernier combat. Elles avaient l'air d'aller à leurs noces. Témoignage d'un employé de la prison de la Conciergerie à propos des Carmélites de Compiègne en 1794. Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Foreau. Le 17 juillet 1794, vers 18h, les portes de la Conciergerie à Paris s'ouvrent. Sort un chariot où se trouvent 16 religieuses, 16 carmélites, menées par leur supérieure, Mère Thérèse de Saint-Augustin. Elles doivent se diriger vers l'ancienne place du Trône, à l'est de Paris, qui est devenue la place du Trône renversée. Elles ont obtenu d'être vêtues de leur manteau de carmélite et tout au long du parcours, elles chantent le Miserere, le Salve Regina. Après être descendues du chariot, elles se mettent à genoux, entonnent un Te Deum, renouvellent leurs vœux et chantent le Veni Creator. Il est 20h, lorsque le bourreau Charles-Henri Sanson vient chercher la première, la plus jeune, la sœur Constance de Jésus, une novice. Elle s'agenouille devant sa supérieure et lui demande la permission de mourir. Au moment où elle entame la montée vers l'échafaud, elle entonne le Laudate Dominum. Et puis, les unes après les autres, en terminant par la supérieure, elles sont guillotinées. Comment en est-on arrivé à cette situation où 16 religieuses qui appartenaient au couvent des Carmélites de Compiègne ont été exécutées en ce 17 juillet 1794 ? Revenons d'abord en arrière, au moment de la création du couvent des Carmélites. C'est en 1641 que le couvent est fondé à Compiègne. Et puis après quelques années de travaux, elle s'installe dans un couvent qui se trouve à côté du palais royal de Compiègne. Et elles sont sous la protection de hauts personnages, puisque ce sont les reines de France qui, entre Anne d'Autriche, épouse de Louis XIII, et Marie-Antoinette, épouse de Louis XVI, ont protégé et doté le Carmel. Au moment où éclate la Révolution en 1789, il y a 21 sœurs qui composent la communauté de Compiègne. La situation vis-à-vis des ordres religieux se complique en France à partir de l'hiver 1789-1790. En effet, le vieux débat qui avait secoué le XVIIIe siècle sur ce qu'on avait appelé l'utilité sociale des ordres religieux se pose avec acuité. En effet, au cours du XVIIIe, l'évidence de l'existence des ordres religieux était de moins en moins évidente. On leur reprochait d'être inutiles à la société, à la différence du clergé séculier que l'on voyait dans les quartiers et les villages, et on ne comprenait plus finalement cet espace cloîtré qui apparaissait comme un manque de liberté. Et puis prier toute la journée ou une grande partie de la journée, est-ce que cela avait une utilité sociale ? Et il est vrai que bien des ordres étaient en crise. Les bénédictins au XVIIIe siècle sont en pleine décadence. Il n'y a que 12 moines à l'abbaye de Cluny en 1789. Et donc, face à ce débat, il y a une décision de l'Assemblée nationale le 13 février 1790. En effet, une loi supprime les ordres monastiques et les congrégations religieuses régulières. Il y a dissolution. Et on supprime les ordres qui sont prononcés, mais l'Assemblée invite finalement chacun des membres de ces couvents ou de ces monastères à regagner sa famille, ou éventuellement on leur accorde la possibilité de rester temporairement dans leur couvent, qui sont devenus propriété de la nation, puisque depuis le 2 novembre 1789, il y a eu la vente des biens du clergé.
Donc, la plupart des carmélites restent d'ailleurs sur place à Compiègne. Et elles y passent l'année 1790-1791, mais la situation se complique à partir de l'été 1792. En effet, le 10 août, il y a la prise des Tuileries, la monarchie est renversée, et durant cet été 1792, il y a des dispositions qui sont prises avec un durcissement de la législation vis-à-vis des communautés qui sont encore en place. En effet, un décret du 17 août 1792 décide d'expulser des couvents toutes les religieuses qui s'y trouvent encore. Et désormais, les bâtiments sont mis à la vente pour financer la dépense publique, car n'oublions jamais que si Louis XVI a convoqué les États généraux en 1789, c'est pour trouver des solutions à la dette de la monarchie. Et donc, cette expulsion doit être effectuée avant le 1er octobre 1792. C'est le 14 septembre que les carmélites de Compiègne sont expulsés par les autorités civiles de la ville, avec interdiction de porter l'habit religieux, et elles sont donc rendues à la vie civile. À vrai dire, elles vont se fondre dans la population, elles vont se cacher, elles vont continuer à vivre de manière communautaire, protégées par des habitants de Compiègne qui les ont pris non seulement en sympathie, mais je dirais même en protection. Et donc, la fin de l'année 1792 et une bonne partie de l'année 1793 et début 1794, elles continuent clandestinement à vivre leur vie de religieuses. Mais il va y avoir des événements liés à la vie politique nationale entre le printemps et le début de l'été 1794. Pour comprendre le sort malheureux des carmélites de Compiègne, il faut bien saisir la situation politique de la période allant de mars à juillet 1794. En effet, il y a des luttes sévères à la Convention. En mars, Robespierre et ses partisans ont réussi à éliminer les plus ultras des montagnards, les hébertistes. Hébert et ses camarades ont été exécutés. Mais en même temps, quelques jours plus tard, en avril, on se retourne vers ce qu'on appelle les modérantistes, c'est-à-dire les partisans de Danton qui souhaitent terminer véritablement l'épisode de la terreur. Or, Danton va être mis en accusation et sera lui-même exécuté avec quelques-uns de ses compagnons. Il y a donc une lutte politique qui se joue à la Convention. Or, en mai 1794, on accuse les autorités révolutionnaires de la ville de Compiègne d'être des modérés. Ils sont accusés de modérantisme, selon la formule de l'époque, c'est-à-dire en fait d'être proches de Danton, qui viennent d'être exécutés. Et il est fort probable que c'est pour détourner les soupçons que les autorités locales ont décidé de frapper ceux qui apparaissaient comme des suppôts de l'Ancien Régime et accusés d'un complot fanatique, à savoir les religieuses du Carmel. Elles ont été arrêtées les 22 et 23 juin
Et puis on a retrouvé dans les bâtiments qui les accueillaient plus ou moins clandestinement des courriers où on pouvait critiquer certains aspects de la Révolution. On a retrouvé également des images du Sacré-Cœur qui faisaient penser furieusement à l'emblème utilisé par les Vendéens au moment de leur révolte. Aussi, le 12 juillet 1794, les carmélites, elles sont 16, car de 21, il y en a 2 qui sont décédés et 3 qui sont partis. Eh bien, les carmélites sont donc transférés à la conciergerie de Paris. Le jugement est rendu dès le 17 juillet, le 29 Messidor en 2, et dès le soir, elles sont conduites vers la place du trône renversé pour être exécutées. Mais elles ont laissé indéniablement un souvenir extrêmement fort, puisque à la fin du XIXe siècle, en 1897, il y a eu un début de procès de béatification qui a été assez rapide, puisque Pie X, en 1906, les a proclamées bienheureuses. Quant à Francis Poulenc et Georges Bernanos, ils les ont fait passer à la postérité, l'un au travers de son opéra et l'autre au travers de sa pièce de théâtre, qui a inspiré d'ailleurs l'opéra de Poulenc, le Dialogue des Carmélites, qu'il est toujours extrêmement utile de lire encore aujourd'hui.